pour la présentation de son cas clinique. Bonjour à tous, bonjour chers maîtres, chers confrères, chers congressistes. Merci professeur Kingé de me passer la parole une fois de plus. C'est un honneur de prendre la parole devant vous qui m'avez formé. Alors, cette session sur le niveau vasculaire en couple, notamment l'IRM et le scanner, j'ai fait le choix de vous présenter un cas clinique que j'ai écrit. C'était la clinique de Mondé, je ne sais pas si vous voyez l'affiche. Mais en fait, l'intérêt de ce cas clinique, c'est juste de voir des exemples d'indications et des images qu'on peut avoir en IRM et l'apport de l'IRM dans ce cas particulier-là. Donc en fait, il s'agit d'une cardiopathie ischémique atypique, je vais le dire ainsi, sur un terrain néoplasique chez un patient qui a un néopulmonaire évolutif. Donc, il s'agit de M. VP, âgé de 66 ans, qui a été transféré en unité de soins intensifs dans un tableau d'insuffisance cardiaque gauche, faisant suite à un AVC ischémique. Donc en fait, c'est un patient qui avait déjà fait un AVC, qui est venu aux urgences pour son AVC, et au cours de sa prise en charge neurologique, ils se sont rendus compte qu'il avait des signes d'insuffisance cardiaque, qui étaient déjà en fibrillation atriale mais paroxystique. Dans ses antécédents, on note que c'est un patient qui est alcoolo-tabagique, donc il a une exogénose mixte. Il est porteur d'un carcinome épidermoïde bronchique stade 4, donc assez évolué avec multimétastasé, des métastases à la fois ganglionnaires, surrénaliennes. Il a une carcinose péritonéale et il est sous chimio et immunothérapie, donc un protocole déjà de seconde ligne. À l'échocardiographie, à l'admission, on observe une dilatation modérée du ventricule gauche et de l'oreillette gauche avec des troubles de la cinétique segmentaire, notamment dans le territoire antérieur, une akinésie antéro-moyenne, antéro-septo-moyenne, septo-apicale, antéro-septo-apicale, antéro-moyenne, septo-moyenne et septo-apicale, dans tout le territoire antérieur et apical correspondant au territoire de l'interventriculaire antérieur. La fraction d'éjection a été évaluée à 35% en Simpson biplan. Et chez ce patient, le péricarde paraissait épaissi, hyperéchogène, et il était porteur d'un épanchement péricardique circonférentiel de 20 mm quand on regarde les cavités droites. Sur le plan biologique, ce patient avait une élévation de la troponine modérée, avec une cinétique descendante, et son NT-proBNP était élevé de façon majeure à 10 480 picogrammes par millilitre. Donc, nous avons réalisé. L'intérêt de ce cas, c'est surtout sur l'IRM. Donc, je ne vous ai pas mis les images d'échographie parce que je me suis focalisée sur l'IRM. Son IRM qui a été réalisé quelques jours après son admission, assez rapidement, mettait en évidence une dilatation. Ici, on a une coupe, c'est les séquences signées SSFP. Ici, une dilatation modérée du ventricule gauche avec un épanchement pleural gauche. Là, c'est une coupe axiale où on a une apicale 4 cavités. Là, il y a une coupe apicale 2 cavités, ou alors verticale long axe, comme on appelle en imagerie. Et là, c'est une petite axe. Donc, sur la première image, on note qu'il y a un amincissement du myocarde apical de moins de 5,5 mm, l'épanchement pleural, gauche moyenne abondance. Il y a également l'épanchement péricardique qui apparaît ici en hypersignal. Le liquide en IRM sur cette séquence SSFP apparaît en hypersignal, comme la graisse, vous voyez la graisse sous-cutanée, sauf que le signal du liquide est plus brillant que celui de la graisse sous-cutanée. Donc on arrive avec l'habitude à faire la différence entre ce qui est liquide, les épanchements, et ce qui est graisse sous-cutanée. C'est vrai qu'il y a d'autres méthodes d'acquisition, des méthodes de suppression de la graisse où on arrive encore mieux différencier. Mais là, nous avons fait ces séquences-là et ici, pour nous, il était évident que c'était un épanchement péricardique et pleural. Donc, il est à noter que, comme je disais, ventricule gauche dilaté, un amincissement du myocarde. Également, cet amincissement, on le voit au niveau de toute la paroi antérieure du ventricule gauche jusqu'à l'apex. Et sur cette coupe, cette incidence petit axe, nous voyons
masse qui apparaît en hyposignal, qui est marquée par la flèche blanche et qui est totalement accolée au ventre, au cœur, dans sa paroi antérieure, sa partie antérieure, avec même une effraction à la fois du péricarde et du myocarde en dessous. Donc ici déjà on a une idée, on comprend bien que c'est un envahissement myocardique, péricardique de ce patient par la tumeur pulmonaire, son cancer épidermoïde. Là c'était pour vous montrer, je n'ai pas les séquences ici sur ces boucles parce que c'est des PDF, donc je n'ai pas les boucles cinées, mais en fait on avait là le ventricule gauche en télédiastole et en télésystole. Donc là c'est la télédiastole. Et là, la télésystole, il n'y a pas beaucoup de différence. La fraction d'éjection était évaluée à 24% chez ce patient. Ici, la cartographie T1 que nous avons réalisée, la cartographie T1 en fait permet d'évaluer les zones où il y a de la fibrose chez ce patient. Et là, les valeurs ici, dans le même territoire qui est à Messi, qui était akinétique, étaient élevées, autour de 1200, en sachant que la normale à 1,5 Tesla est entre 950 plus ou moins 50 millisecondes. Donc c'est un paramètre important à signaler. Ça évoque chez ce patient de la fibrose dans le même territoire. Sur les séquences de rehaussement tardif en 4 cavités en petit axe, on voit qu'il y a une prise de contraste. Si vous observez bien sur une IRM normale, le myocarde il apparaît comme ça. Parce que le principe du rehaussement tardif, c'est qu'on injecte du gadolinium et il y a un phénomène de washout, c'est-à-dire que le myocarde sain, le gado circule en intravasculaire, il diffuse dans le myocarde et il est éliminé dans un délai normal. Donc 10 minutes après, quand on fait les acquisitions, tous les tissus fibrotiques, tout l'espace extra cellulaire est augmenté, retiennent le gadolinium. Donc en fait, c'est ce qu'on voit ici, vous voyez tout son apex reste blanc. Il n'est pas noir, il n'apparaît pas noir sur les séquences de rehaussement tardif comme le myocarde sain. Donc ça c'est en faveur et c'est une prise de contraste ici qui est transmurale, c'est-à-dire qu'elle intéresse toute l'épaisseur du myocarde. Ça laisse penser que à plus de 75% de l'épaisseur du myocarde rehaussé, on pense qu'il n'y a plus de viabilité. Donc c'est un examen qui permet également d'évaluer la viabilité. Et chez ce patient, le petit point noir que vous voyez, qui est accolé à ce myocarde qui se rehausse, où il y a du rehaussement tardif, c'est un thrombus. C'est un petit thrombus apical qui reste là en hyposignal, qui ne prend pas le gado. Donc, ici, c'est une autre séquence de rehaussement tardif. Sur les séquences de rehaussement tardif, l'épanchement, lui qui est en hypersignal sur les SSFP, il passe en hyposignal. Donc ça, c'est le signe pathopulmonique pour être sûr, certain que c'est un épanchement également. Et là, nous voyons bien la masse avec tous ses contours. Et comment elle fait effraction dans le péricarde, elle envahit même le myocarde sous-jacent. Ce patient a bénéficié d'une coronarographie, étant donné le tableau, même s'il n'y a pas de viabilité, il a eu une coronarographie et il a été mis en évidence sur l'intervenculaire antérieure moyenne des lésions, mais qui n'étaient pas significatives, avec une sténose non significative qui englobait l'origine de la seconde diagonale. Et des lésions non significatives également sur la circonflexe. La ventriculographie réalisée à cet effet nous montrait bien la kinésie dans les territoires, les mêmes territoires que ceux en IRM, notamment en antéromédian, en apical, avec une bonne contractilité de la base. Donc, notre discussion sur ce cas, nous avons commencé par évoquer la mortalité cardiovasculaire, qui est une principale cause de décès chez les patients cancéreux du fait de l'avancée des thérapeutiques oncologiques qui ont permis de réduire la mortalité attribuable au cancer en eux-mêmes. Les sujets porteurs d'un cancer actif, il a été démontré qu'ils ont 3 fois plus de risques de faire un infarctus que les patients non cancéreux, avec un risque individuel thrombotique qui est déterminé par plusieurs éléments, notamment les facteurs de risque cardiovasculaire classiques. Déjà, c'est des sujets qui peuvent être aussi bien hypertendus, diabétiques, tabagiques, dyslipidémiques. Le stade et le type de cancer. À noter que le risque est plus élevé lorsqu'il s'agit des cancers du poumon, de l'estomac, du pancréas et un myélome multiple. Également, la cardiotoxicité des traitements antimitotiques qui peuvent avoir un effet vasospastique direct, induire une dysfonction endothéliale ou une thrombose artérielle aiguë. Il peut également s'agir d'une déstabilisation des plaques d'athérome.
Donc le lien entre hémostase, thrombose, développement tumoral est clairement établi. Concernant notre patient, il était porteur d'une cardiopathie dilatée d'origine ischémique sévèrement hypokinétique, avec une séquelle d'infarctus non viable, intéressant 5 segments sur 17 dans le territoire de l'interventriculaire antérieur, et compliqué d'un thrombus intraventriculaire gauche et d'un épanchement péricardique circonférentiel. Ceci dans le contexte néoplasique et pulmonaire évolutif, avec un envahissement cardiaque par contiguïté. Donc, le caractère ischémique de cette cardiopathie dilatée a été affirmé par la présence de la prise de contraste sous-endocardique dont nous avons parlé, correspondant à un territoire vasculaire précis, à une systématisation, notamment le territoire de l'interventriculaire antérieur. Le caractère de non-viabilité, lui, reposait sur 2 éléments: l'amincissement du myocarde à moins de 5,5 mm et la prise de contraste sous-endocardique de plus de 75% de l'épaisseur du myocarde. L'élévation significative du T1 natif, dans ce contexte, était un argument en faveur d'une fibrose myocardique. Donc, le thrombus, quant à lui, est une complication fréquente de l'infarctus du myocarde qui est favorisée par la triade de Virchow que nous connaissons tous. Et on estime que 12% des patients avec un infarctus antérieur présenteront un thrombus endocavitaire, le pic de survenue étant autour du 7e jour. L'épanchement, quant à lui, répond à la sémiologie classique de l'IRM sous la forme d'un hypersignal, aussi les séquences SSFP, et d'un hyposignal en écho de spin. Donc, au vu des images angiographiques, ce patient a certainement fait un minocarde, un infarctus coronaire angiographiquement sain. Et il a été évoqué, nous avons évoqué plusieurs hypothèses éthiopathogéniques. Il pourrait s'agir d'embolies coronaires multiples dans l'artère interventriculaire antérieure, soit à partir de la lésion tumorale, soit par cardioembolie sur sa fibrillation atriale paroxystique qui a été documentée, ou alors d'une rupture d'une plaque d'athérome, car ce patient n'avait pas un réseau coronaire totalement sain. Donc il est possible qu'il ait embolisé une plaque d'athérome et il aurait fallu réaliser une imagerie endocoronaire pour la documenter. Une contribution vasospastique induite par son traitement anticancéreux n'est pas à exclure non plus, notamment si ce patient était sous Taxel. En conclusion, l'imagerie cardiovasculaire en couple est un apport certain dans l'approche des cardiopathies ischémiques, notamment les myocardes. Ceci par la caractérisation tissulaire qu'elle apporte. L'IRM, dans ce cas, a permis de préciser l'étiologie et la sévérité des lésions myocardiques, d'objectiver les complications, d'apprécier l'envahissement myocardique tumoral et d'évoquer les mécanismes éthiopathogéniques de cette cardiopathie ischémique sur un terrain néoplasique évolutif. Nous relevons également l'importance de l'étude des lésions extracardiaques sur une IRM cardiaque. Donc, sur l'IRM cardiaque, on ne regarde pas que le cœur, mais on s'intéresse aussi à tous les organes qui sont autour. Sur ce, je vous remercie. Maintenant, je tenais à faire part à l'Assemblée qu'à l'hôpital général de Yaoundé, nous réalisons des IRM depuis déjà 3 mois. Et j'ai quelques images de notre expérience personnelle à vous faire voir. Souci technique. Sur cette image, c'est en fait une IRM normale qui a été réalisée à l'hôpital général de Yaoundé, où nous avons les séquences ciné. Voilà, ici une 3 cavités, une 4 cavités. On a fait aussi un acide auriculaire gauche, ici une complexe. De façon, on a ici des auriculaires gauche qui est tout à fait normal. Oui. Voilà. Sur cette autre vidéo, je voudrais que les gens mouillent pour me dire ce qu'ils voient, ce qu'ils trouvent d'anormal. C'est que dessiner.
hypertrophie. Ce patient avait une cardiomyopathie hypertrophique, mais asymétrique, qui intéressait uniquement le septum. On a donné. Et lui, son lancement tardif, il n'y avait pas de fibrose intramyocardique. Donc ça, c'était intéressant à savoir parce que la fibrose intramyocardique est un facteur pronostic. Dès qu'on a plus de 15% de fibrose, c'est un facteur de risque d'événement rythmique. Donc là, c'est en deux cavités. À la base, le myocardium normal, mais au niveau de l'épaisseur a été à plus de 15 mm. Je peux passer en arrière. Diapo vidéo suivante. Voilà. Ça se voit bien avec cette la vidéo. Vous avez inversé. Ça, c'est un scanner. On n'avait pas changé. Voilà. Ici, c'est plutôt une cardiopathie dilatée, sévèrement hypokinétique. Qui avait à la fois une hypertrophie symétrique et une dilatation, une fraction d'éjection sur 100. Donc là, nous voyons bien un petit axe hypokinésie, tous les segments sans anomalie de la cinétique segmentaire. Et puis, sur les incidences 3, 4 et 2 cavités. Diapositive. La dernière vidéo, c'est plutôt un scanner qui, à la base, n'était pas un coroscanner, mais nous avons été interpellés devant les anomalies retrouvées sur le réseau coronaire. Alors, c'est une coupe axiale du thorax. Et je vous laisse regarder. Là, on est sur l'oreillette gauche. On continue de descendre. Le coronaire que vous voyez là, des vaisseaux qui se voilà. Bon, alors, il y a un avec des métastases pulmonaires, image en lâcher de ballon. C'est pour ça que ensuite on a découvert, est-ce qu'on peut mettre pause. Il y a une lésion, en fait, c'est un patient qui a une naissance anormale de la coronaire droite, qui naît sur le tronc de l'artère pulmonaire. Voilà, hop. Et ce vaisseau qui naît là, c'est en fait l'air droit. Il devrait être dessiné sans droit. L'artère pulmonaire crée une dilatation anévrismale. Il y a certaines anastomoses distales avec l'IVA qui font en sorte que, si vous regardez bien, on n'a que le tronc qui donne l'IVA. À droite, il n'y a rien. Donc la coronaire droite, elle est née de façon anormale au niveau du tronc de l'artère pulmonaire. Et du coup, avec l'hyperdébit, il y a une dilatation anévrismale de la coronaire droite. Donc tout le vaisseau que vous voyez serpenter, c'est en fait la dilatation de la coronaire droite qui va s'anastomoser en distalité avec l'IVA. Donc ça a été découvert de façon fortuite chez un patient qui venait pour toute autre chose. Donc tout ça, c'est pour vous montrer un petit peu l'intérêt de l'imagerie cardiovasculaire, pour dire que nous voyons des choses quand même assez passionnantes, intéressantes. Et puis, n'hésitez pas à nous adresser vos patients, que ce soit pour un coroscanner, un scanner cardiaque, que pour une IRM cardiaque. Pour le moment, je fais que des IRM orpho, pas encore des IRM de stress, mais nous avons des images qui sont de qualité. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, Dr. Ebeni.